Bonjour à tous et bienvenue sur Tout droit tout simple, le podcast qui vous plonge au cœur des métiers du droit et des innovations juridiques. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique, et aujourd'hui j'effectue des missions en Legal Operations et je transforme votre service juridique en véritable partenaire stratégique. Dans chaque épisode, vous allez découvrir pendant une demi-heure mes invités qui vous livrent leur parcours, leurs expériences professionnelles et leurs précieux conseils. Alors soyez prêts à recevoir une bonne dose d'inspiration et bonne écoute à tous. Bienvenue dans le podcast Tout droit tout simple. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel. C'est l'influence des directeurs et directrices juridiques. Je dirais tout le temps directeurs, mais on est bien d'accord que ça englobe évidemment les femmes. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de femmes. Alors, on va pas parler d'influence technique ni réglementaire du tout, mais on va plutôt parler de leur capacité à peser dans les décisions, à incarner la stratégie et être un levier pour le business. Alors, pourquoi ce sujet? Parce que les entreprises, elles changent et donc les directions juridiques aussi, elles doivent évoluer. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités très engagées et très inspirantes. Pauline Bouchaillé, directrice juridique chez Société des Grands Projets, c'est ça, et membre du COMEX. Donc, bonjour Pauline. Bonjour Delphine. Et puis Daria, qu'on ne nomme plus, parce c'est une star de LinkedIn maintenant, responsable juridique aussi chez Daregal, et voilà, donc très active aussi. Donc bonjour Daria. Bonjour. Je suis vraiment contente De revenir, parce que tu es déjà venue. revenir sur ce podcast parce que oui, on a déjà fait un épisode ensemble sur l'IA, mon sujet Exactement. préféré, mais là, on revient sur un autre sujet qui est aussi très intéressant, effectivement. Exactement. Alors, on va commencer par un petit constat un peu dérangeant, mais enfin très partagé quand même. Pourquoi les jurys sont encore trop souvent oubliés? Parce qu'on parle beaucoup effectivement d'IA, de data, de projets de transformation, et pourtant les juristes, ils sont encore souvent absents de ces discussions clés. Et moi, je voudrais savoir un peu quel était votre point de vue là-dessus. Est-ce que on continue à traîner un peu l'image du juriste qui freine ou qui complique les choses? Moi, je pense que effectivement, dans la plupart des projets, aujourd'hui, le juridique arrive trop tard. Si par exemple, notre entreprise développe un nouveau logiciel ou un nouveau outil de suivi client, l'intelligence artificielle qui va booster la production, etc., en fait, tout le monde est autour de la table. Donc, il y a la DSI, il y a les achats, la prod des fois, l'innovation, les RH, mais le juridique, en fait, on l'appelle souvent à la fin pour sécuriser les contrats. Et souvent aussi, quand il y a déjà un bug. Donc, c'est trop tard. Et on s'est dit, ah bon, vous avez signé ça? Mais je pense que souvent, ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste qu'on ne nous imagine pas encore dans la boucle. Et pourtant, on sait à quel point on peut être utile avant. Ici, on est dans la boucle au bon moment, on évite les mauvaises surprises ensuite, on évite les blocages, les pertes de temps, etc. Et donc là, j'ai compris qu'il ne suffisait pas de dire plutôt, vous auriez dû nous prévenir plus tôt, mais créer les occasions bien en avance, bien en amont, créer les liens avec les opérationnels, avec la direction. Donc là, actuellement, on traîne quand même assez souvent sur cette étiquette, le juriste qui dit non. Mais en réalité, je pense, parfois, on l'a mérité. Et parfois, on était trop rigide, trop technique, pas assez tourné solution. Et aujourd'hui, de mon côté, je dis pas non, je propose plutôt une alternative. Et si je dis non, je dis aussi, voici une autre manière de le faire. Oui, c'est plus long, ça demande un petit peu plus, en fait, du temps pour y réfléchir, pour se mettre dans la peau de quelqu'un qui est en face de nous. Mais ça change la relation avec les opérationnels et avec la direction. Et donc là, je crois qu'on a encore beaucoup de chemin à faire pour sortir du rôle technique dans lequel on nous enferme vraiment souvent
Et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et c'est ça aussi le sujet de notre groupe de travail dans la commission de manager de l'AFGE, l'Association française de juristes d'entreprise. Et donc, avec Pauline, notamment, on fait partie de ce groupe de travail de la commission de manager. Tu as aussi des expériences vécues et des exemples à nous fournir sur ce sujet, évidemment. Oui, en fait, je distinguerais deux choses. La première, c'est le rôle du juriste aujourd'hui et le rôle du juriste dans les projets demain. Le rôle du juriste aujourd'hui, je pense qu'il a énormément évolué ces 10 dernières années, considérablement. Et donc, il y a eu un investissement, je dirais, de toute la profession, que ce soit les managers, évidemment, les directeurs juridiques et les juristes, pour changer de posture et ne plus être la tour de contrôle, celui qui dit non, mais accompagner les projets. Déjà, d'une part, c'est beaucoup plus intéressant d'accompagner les projets. Et d'autre part, ça inclut le juriste dans le business, enfin, en tout cas, dans l'objet social de l'entreprise, pour qu'il ne soit pas vu uniquement comme le bureau d'une fonction support par lequel il faut passer parce que c'est le process, mais mais vu comme un partenaire. Le juriste, c'est celui qui va aider l'opérationnel à ce que le projet se fasse. Et ça, c'est extrêmement important. Je pense que les juristes ont énormément, énormément gagné cette partie ces dernières années, que néanmoins, il continue à y avoir des réticences, quand bien même on s'est engagé, par exemple, avec une formation de legal design, avec des formations sur les biais cognitifs, sur ces choses-là, pour mieux comprendre les interlocuteurs et mieux accompagner. Il peut y avoir encore des résistances, il peut y avoir encore des juristes qui, pour une question de temps, de posture, etc., vont un jour dire c'est pas possible sans proposer de solution, ce qui peut faire un peu perdre du terrain là où on en a gagné. La difficulté aussi d'avoir une matière très technique. Donc, comment rendre intelligible, comment se faire comprendre. Je suis complètement d'accord avec Daria, c'est quand quelque chose n'est pas possible, avoir les éléments pour dire je te propose une autre solution. Et donc, en fait, cette première partie, je dirais qu'elle est presque gagnée. Et donc, aujourd'hui, Daria, tu parlais des projets dans lesquels les juristes ne sont pas mis au départ de l'action. Je pense qu'au niveau des projets, il y a à nouveau ce sujet où on se dit, on monte un projet qui n'a rien de juridique, et donc on va avoir effectivement les achats, la DSI, parfois les RH, et se dire, on ne voit pas nécessairement quelle va être la position du juriste là-dedans. Lui va peut-être le voir, le juriste va peut-être le voir, mais ceux qui impulsent le projet ne vont pas nécessairement voir où est le juridique, et donc on va le solliciter uniquement sur sa partie. Oui, voilà. Ou alors trop tard. C'est aussi en posant des questions sur le projet que ces questions-là vont amener les autres à réfléchir, à se dire ah bah oui, finalement c'est intéressant qu'elles viennent là parce que effectivement j'avais pas vu cet aspect-là. Donc c'est aussi avec cette interaction qu'en fait en dénouant les langues, en fait, si je puis dire, que en fait le vrai sujet juridique peut apparaître plus évident pour les autres en tout cas. Mais ça, dénouer les langues, faut se dire que ça ne passe pas que par des réunions, être inclus dans le projet. Il y a aussi, en fait, quelque part, tout ce qui se passe à la machine à café. Oui, et puis créer du lien, de la confiance, moi, je pense. Mais alors, du coup, justement, pour vous, comment on sort vraiment, on a un peu parlé de cette image, très concrètement, comment on peut devenir, j'allais dire, incontournable sur les sujets stratégiques? Comment, concrètement, vous y êtes pris? Alors, de mon côté, je pense que c'est la force de proposition qui quand même joue un rôle vraiment très important. Donc, on ne gagne pas en influence en attendant qu'on nous donne de la place. Je pense qu'il faut quand même aller la prendre, mais intelligemment. Donc, on ne va pas foncer vers la direction en disant, voilà, moi, je veux être au COMEX, voilà, moi, je veux absolument travailler sur ce dossier, pourquoi je ne suis pas appliquée? Non, on ne fait pas ça, bien évidemment. Mais je vous donne un exemple concret.
Chez Darigal, actuellement, j'ai une double casquette. Donc, je suis responsable juridique, mais aussi à partir de cette année, je pilote un projet sur l'intelligence artificielle pour tout le groupe. Donc, quand j'ai vu que l'IA devenait un sujet d'entreprise, je suis allée en parler avec le PDG du groupe. On a discuté ensemble des enjeux, des risques, des opportunités, aussi d'une proposition d'organisation potentielle. Ensuite, du coup, j'ai présenté ma vision du projet à la directrice générale, ensuite au CODIR, et finalement, on m'a confié la coordination de ce projet. Donc, vous voyez encore une fois, donc l'IA juridique, il a quand même le lien, mais c'est pas très visible. Il faut quand même le démontrer. Et je peux dire que la légitimité, elle ne vient pas de la fiche de poste, mais plutôt de la valeur qu'on apporte en entreprise. Et donc là, il faut quand même forcer, donc avoir cette force de proposition. Encore une fois, pour moi, c'est important aussi d'être visible. Être visible en entreprise, peut-être aussi sur les réseaux, comme Delphine, tu m'avais présenté, voilà, comme quelqu'un qui publie assez régulièrement sur LinkedIn. Mais encore une fois, être visible, ce n'est pas faire du storytelling permanent sur LinkedIn, c'est plutôt faire beaucoup plus simple. Donc, dire en réunion, par exemple, voilà comment je peux vous aider sur ce projet. Ou on peut aussi envoyer une note claire, utile, avec la communication assez fluide. On peut aussi partager une veille stratégique adaptée pour, en fait, anticiper les impacts d'une nouvelle réglementation, par exemple. Donc, la visibilité, c'est quand les gens pensent à toi au bon moment et parce qu'ils ont bien compris ta valeur ajoutée. Donc, j'insiste encore une fois, il faut démontrer ta valeur ajoutée. Et bien évidemment, on a déjà parlé, Pauline a notamment parlé de legal design, donc de la communication, donc travailler sur sa communication. D'ailleurs, j'ai adoré l'épisode de ton podcast, Delphine, sur la communication juridique avec Caroline et Anthony de Decathlon. Donc, si ce n'est pas encore fait, j'invite tout le monde à écouter cet épisode. C'est Oui, il y a vraiment beaucoup, très beaucoup, intéressant. beaucoup de tips. Et oui, il y a énormément de tips, il y a pas mal de vraiment des conseils très, très pratiques qu'on peut voilà, suivre. Et c'est quand même la direction juridique de Decathlon, ils ont fait un travail énorme pour incroyable. vulgariser le droit, pour améliorer les communications. Donc, de mon côté, moi aussi, je me suis formée à la communication claire au legal design. Donc, j'utilise aussi pas mal l'intelligence artificielle qui améliore ma communication, notamment les GPTs, donc les assistants IA que j'ai créés, que j'ai personnalisés pour mes besoins, pour notamment reformuler les textes juridiques en langage clair que je peux utiliser, voilà, faire copier-coller de mon texte juridique et avoir quand même la réponse en langage plus clair, plus adapté, du coup, aux besoins des opérationnels. Donc, souvent, je dis, parce que quand tu es flou, on t'évite. Mais quand tu es compréhensible, on t'invite. Donc, la clé du succès, effectivement, c'est voilà, force de proposition, visibilité, travailler sur communication et construire quand même aussi sa marque personnelle. Donc là, c'est un sujet qui me tient au cœur avec toutes les publications sur LinkedIn, etc. Donc, c'est quand même un excellent exercice aussi de synthèse, aussi pour partager les réflexions, mais pour valoriser notre métier et aussi pour faire tomber les clichés sur les juristes. Donc, voilà, quelques tips de mon côté. Voilà. Et toi, alors, Pauline, toi, je suppose aussi que effectivement, tu peux rebondir et partager d'autres méthodes, mais effectivement, c'est plus suffisant d'être technicien aujourd'hui du droit, hein, donc il faut se positionner, il faut gagner en influence. Donc, comment toi, tu fais pour... Enfin, tu as fait pour y arriver, parce que tu es membre du COMEX. Donc, est-ce que tu peux nous donner un peu enfin, je ne sais pas si c'est une méthode, mais en tout cas, ce que tu as vécu. Alors, bon, déjà, peut-être, il y a ce débat beaucoup sur directeur juridique au COMEX ou pas au COMEX. Évidemment que le fait d'être au COMEX a une importance clé puisque ça ouvre aussi tout un champ et puis ça permet d'être au cœur de la stratégie d'une entreprise. Donc ça, c'est indéniable et que ça démontre aussi comment est perçu le juridique au sein d'une entreprise, d'une organisation. Donc nous, c'est sûr que la matière juridique est clé pour la réussite du projet. Néanmoins,
C'est pas parce qu'on est au COMEX, et ça c'est valable pour n'importe quel directeur COMEX, Ok. qu'on a une influence. Et donc l'influence se travaille par ailleurs. Elle se travaille par ailleurs pour les juristes notamment, lorsque, enfin voilà, par ce biais, ce que disait Daria, d'être accessible, d'être compris. Moi, je pense que il y a une importance clé pour les juristes à rendre le droit accessible, et qu'un opérationnel qui vient les voir, qui a une problématique, lorsqu'il arrive avec une question, il ne reparte pas avec la charge mentale d'en avoir 5. Donc, et je ne redis pas ce qu'a dit Daria, ce à quoi je souscris totalement. Je peux donner des exemples de ce qu'on a fait au niveau de la direction juridique de la SGP. On a commencé déjà il y a 3 ans par se former sur le fonctionnement du cerveau, et on a eu une expérience qui était extrêmement intéressante, qui était la façon dont les uns et les autres fonctionnent. Il n'y a aucun jugement là-dedans, c'est quel est le fonctionnement du cerveau. Et donc ça nous a ouvert des champs déjà entre nous, de compréhension entre nous. On est une équipe de 28, donc on est quand même assez nombreux, et donc de comprendre que les uns et les autres fonctionnent différemment, certains pour schématiser par étape de raisonnement, d'autres par finalité. Ça nous a donné des clés vis-à-vis de nos interlocuteurs, de dire, OK, très bien, qui j'ai en face de moi? Donc, quel est son besoin? Cette question, qui est en face de moi, quel est son besoin et comment y répondre? On a rajouté une brique, la brique de la formation du legal design. Toute la direction s'est formée au legal design. Je le redis quand même pour ceux qui nous écoutent, hein, le legal design, c'est pas des dessins, c'est un état d'esprit. Ça, c'est fondamental à comprendre. C'est un état d'esprit qui est tourné vers l'utilisateur. Ça ne vide pas de sa substance le raisonnement juridique et l'importance du socle théorique. Il est là, on en a besoin, mais c'est la façon dont on va s'adresser à son interlocuteur, et la façon dont on s'adresse à son interlocuteur, dont on comprend son besoin et dont on va répondre à son besoin, est aussi importante que le contenu de l'analyse juridique. Les deux, c'est 50-50. On n'a pas l'un sans l'autre, ça c'est une évidence, mais c'est du 50-50. Donc c'est comprendre comment notre interlocuteur, de quoi notre interlocuteur a besoin. Ça nous a poussé à faire des fiches pratiques. Des fiches pratiques à destination de tous, en une page A4, une problématique particulière. Ça nous a poussé à faire des formations en interne, ciblées, pour partager une culture juridique commune. Et là, ça vient nous amener à faire un site métier avec la direction de la communication qui a lancé ça. Et donc, on a été pilote, et c'est aussi parce qu'on avait des fiches pratiques, des choses à dire, etc., qu'on a discuté avec la com interne. Quand la com interne a dit, on lance le site métier avec des ressources documentaires accessibles à tous comme culture commune pour la SGP, c'est eux qui nous ont dit, tiens, vous, direction juridique, vous avez des idées, on vous propose d'être pilote. Donc, on vient de lancer ça le 30 juin. Et c'est là où on donne à nos collègues des ressources. Et puis, une fois quand il y a une ressource, il y a aussi un contact. Si vous voulez aller plus loin, contactez un tel. Ça nous oblige, en revanche, à être au rendez-vous. Et ça, une fois qu'on a annoncer un positionnement, qu'on a dit on est à votre disposition, on est là pour vous aider, on est là pour que le projet se fasse, il faut être au clair sur le fait que les opérationnels avec qui on travaille, nous c'est énormément d'ingénieurs notamment, sont en mesure de nous dire là tu ne m'accompagnes pas comme je le voudrais. Ça peut ouvrir une discussion, hein, on peut ne pas être d'accord avec ça, mais on crée une attente. Et donc, assez légitimement, ce que l'on a créé nous oblige. Et c'est très bien, parce que ça veut dire que ce n'est pas que des paroles en l'air, c'est aussi, se permettre de rester au niveau de ce que l'on a nous-mêmes créé, et ce avec quoi on était fondamentalement d'accord aussi, hein. Et parce que les entreprises aujourd'hui ont besoin de juristes qui se positionnent comme ça. Oui, ouais. Donc oui, effectivement, c'est très clair vos conseils là pour être connecté avec les enjeux métiers, être clair, percutant, enfin voilà.
J'ai une question. Alors, est-ce que la visibilité individuelle, la marque personnelle, ça compte aussi? Parce que, par exemple, Daria, tu peux peut-être en parler, mais et Pauline peut-être aussi d'ailleurs. Hein, est-ce que vous partagez régulièrement justement sur LinkedIn? Quel impact ça a sur pour toi, pour aussi la marque de l'entreprise, parce que tu portes aussi parfois, enfin, la voix un peu corporate, on va dire. Est-ce que tu peux nous conseiller quelque chose là-dessus ou partager ton expérience à ce sujet? Pour moi, c'est vraiment très important quand même le développement de sa marque personnelle. On peut dire, voilà, les termes un petit peu marketing, mais pour les juristes, ça compte quand même énormément. Donc, effectivement, moi, j'ai commencé à écrire sur LinkedIn à la base parce que je trouvais pas de contenu clair sur l'intelligence artificielle et juridique. Donc, c'était ça vraiment le déclic. Pourquoi j'ai commencé à écrire sur LinkedIn. Ensuite, aussi, j'ai créé ma newsletter, donc Daria Decrypte l'IA, où je partage aussi voilà, mes découvertes, mes galères avec l'IA au quotidien. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. J'ai envie de partager, j'ai envie d'échanger. Et en fait, donc, effectivement, ça joue sur la visibilité de moi comme personne, de moi comme responsable juridique, comme directrice juridique du coup de l'entreprise. Ça joue énormément aussi sur la marque d'entreprise, marque employeur. Aussi, je partage quand même pas mal de choses. Bien évidemment, si je parle de mon entreprise, j'ai toujours l'accord de mon entreprise pour partager ou pas, parce qu'il y a quand même l'aspect confidentialité, l'aspect des projets en cours, etc. Mais quand même, je suis assez libre en fait en partage. Donc, je sais qu'il y a les entreprises qui bloquent toute la communication, par les juristes notamment, qui disent voilà, on communique rien du tout, on partage rien du tout, parce que voilà, on reste quand même notre cercle, on partage pas. Donc, pour chez Darigal, c'est pas du tout pareil. Donc, on travaille pas mal sur les communications. D'ailleurs, aussi, moi, je fais partie du groupe des communicants, en fait, en entreprise, parce qu'on a quand même plusieurs personnes par direction qui travaillent sur les communications internes. Donc, on a la communication sur les grands écrans en entreprise, sur l'intranet, on a voilà, les communications, les posts qu'on peut faire sur LinkedIn. Donc, ça se développe quand même pas mal, la marque employeur. Ça développe la visibilité de l'entreprise. Et pour moi, c'est important aussi parce que ma visibilité en tant que juriste augmente aussi. Il y a mes collègues qui me suivent, par exemple, sur LinkedIn. Ils passent venir me voir pour dire ah voilà, j'ai vu ton post, c'est super intéressant. Alors, c'est quand on va faire les formations sur l'IH d'Arigal. Donc, ça pousse en fait, ça crée les liens. Donc, c'est pour ça, pour moi, je vois quand même LinkedIn ou voilà, newsletter, c'est comme un espace pour partager les réflexions, mais encore une fois, pour valoriser aussi notre métier et aussi pour faire tomber les clichés, parce que là, on n'est pas là pour bloquer, on est là, voilà, c'est ouvert et du coup, on est là pour aider encore une fois. Je suis complètement d'accord avec la vision des business partners qui était déjà évoquée par Pauline. Et via la marque personnelle, on peut bien ajouter une petite couche supplémentaire à cette vision aussi. Et toi, Pauline, est-ce que tu as une vision là-dessus ou Alors moi, j'ai une vision un petit peu différente dans le sens où au niveau du marketing personnel, moi, je me suis pas nécessairement beaucoup investie là-dessus et ce que je partage sur LinkedIn, c'est en général de l'enthousiasme pour les projets du Grand Paris Express. Voilà, on a la chance de travailler pour un projet extraordinaire qui m'enthousiasme, qui me rend fière, qui enthousiasme mes équipes et qui les rend fiers. Et donc, bon, il y a ce côté... c'est déjà bien. C'est déjà énorme. Et donc, voilà, bon, moi, je partage assez spontanément et avec enthousiasme sur les projets que porte la SGP. Et par ailleurs, pour rejoindre ce que disait Daria, c'est pour moi un vecteur essentiel de marque employeur. Je porte une vision du juriste, de la place du juriste en entreprise, de la transformation du métier. Cette vision, je la vis au quotidien. Elle se nourrit de mes échanges avec mes pairs, évidemment. La commission de la FJE, pour ça, des managers est extrêmement intéressante, mais aussi dans d'autres cercles. Donc, j'ai une vision
du juriste d'aujourd'hui, aussi du juriste de demain, je la fais infuser dans la direction juridique de la SGP. Nous le vivons et je le donne à voir quand je peux sur LinkedIn pour que, moi, mon objectif, c'est que il se soit connu de qu'est-ce que ça veut dire que être juriste à la Société des grands projets au sein de la direction juridique, pour attirer les talents d'une part, mais pour aussi que lorsque les juristes de la SGP, le juriste se dit, bon, je suis en fin de cycle, je cherche ailleurs, ce soit quelque chose de très valorisé dans son CV que d'avoir été juriste à la SGP et que ça veuille dire quelque chose en termes de posture, de juriste. Christophe Roquely nous dirait augmenter, enfin ce qu'on veut, mais de juriste qui n'est pas uniquement là pour dire le droit, mais il y a toute une posture derrière. Et donc, pour moi, ça me semble essentiel au niveau de la marque employeur pour que les juristes soient au rendez-vous des attentes du marché, au-delà de mes attentes de moi, directrice juridique. Oui, oui, oui. Ouais, et aussi, du coup, on peut quand même ajouter la participation aux événements qu'on fait. Ben, moi, je fais assez régulièrement avec, du coup, ma juriste. Donc ça s'ouvre énormément, en fait. On ne reste pas enfermé dans notre bulle, dans notre bureau. On Ouais. sort, on voit les autres juristes, les autres directions juridiques. On échange, on partage, on apprend énormément de choses. Et donc Ouais. là, c'est quelque chose à valoriser aussi, je pense, par les directions juridiques. Donc, par la Tout à fait. participation, voilà, aux événements, mais aussi, voilà, au cercle des juristes, notamment la FGO ou les autres cercles qui existent. Ouais. Et je rejoins Daria sur l'impact de communiquer, y compris sur des choses internes. Il faut évidemment être ajusté entre de la com interne et parce que LinkedIn reste de l'externe. Mais tu parlais, Daria, de communiquer sur des formations. Ça a un énorme impact. Nous avons fait cette formation en interne pour ci et ça. Et bien évidemment que des gens de l'entreprise vont le voir et vont dire, ah oui, c'est quand la prochaine? Voilà. Bah, c'est ça, ouais. Oui, ça appelle d'autres choses. Il y a un autre point, alors, parce qu'on a vu qu'il fallait apporter des solutions au business, qu'il fallait dire oui, en fait. Enfin, en tout cas, oui, mais enfin, apporter des solutions. Ouais. Mais parfois, il faut quand même dire, parfois, on est un peu obligé de dire non. Ça arrive Tout quand à même. fait. On va pas toujours dans le sens business. Ça arrive qu'il faille dire non pour des bonnes raisons. Est-ce qu'il y a pour vous une manière de dire non sans se fermer? Est-ce que vous avez des techniques? Est-ce que vous avez des expériences que vous voulez partager là-dessus? Moi, je dirais là-dessus que on est crédible pour dire non parce qu'on a démontré qu'on était en capacité d'accompagner quoi qu'il se passe. Donc, c'est en démontrant qu'on est là, qu'on a compris les enjeux techniques, les enjeux business, qu'on a démontré qu'on était force de proposition sur des solutions. C'est en ayant fait cette démonstration que le jour où on dit non, quelque part derrière, il y a tu sais que je t'ai accompagné, tu sais que je t'accompagne, tu sais que je suis à tes côtés, que je fais tout pour que ton projet se fasse. Là, je ne peux pas te dire oui. On va essayer de trouver une solution ensemble, mais là, voilà, c'est mon métier aussi que de te dire que ça n'est pas possible. Maintenant, on va tous regarder, on va mettre un tel et un tel autour de la table et on va essayer de faire un pas de côté pour trouver une solution. Mais là, en l'état, Ouais. Ouais, je suis d'accord. En ça fait, n'est pas plus possible. on dit oui et plus on est crédible à un moment à dire une fois non, en fait. C'est Parce clair. que, alors que si on dit tout le temps non, bah, en fait, on va même plus aller voir le juriste. On dit, bon, bah, de toute façon, il va me dire non, Voilà. donc ça sert à rien. Voilà, Donc, et toi, exactement. Daria, j'imagine aussi que tu as vécu si ce n'est la même chose, des situations un peu. C'est la même chose, on peut dire, parce que dire non, pour moi, c'est facile. Mais dire non, tout en gardant quand même le lien, c'est ça un vrai travail. Parce que là, tout ce qu'on fait dans notre direction juridique, on essaie toujours d'expliquer pourquoi on dit non. Là, on est d'accord du coup avec Pauline, bien évidemment, et proposer une voie alternative. Donc là, je ne veux pas être considérée comme celle qui bloque. Je veux être celle qui sécurise, en fait, sans freiner en même temps. Et du coup, c'est quand même assez compliqué et assez difficile de trouver cet équilibre.
Et ça demande d'être ferme d'un côté, être souple dans la manière du coup, dans la manière de faire, mais en même temps, voilà, trouver cet équilibre, je pense que c'est pas si simple. Ouais. Alors maintenant, imaginons qu'on ait tout bien fait, on a gagné en influence, on est au COMEX. Et alors après, tu en as un petit peu parlé, Pauline, mais toi, tu fais partie du COMEX, donc félicitations déjà. Mais est-ce que c'est l'aboutissement ultime ou est-ce que finalement c'est le début d'une nouvelle posture à adopter? Qu'est-ce que ça change dans ton quotidien? Quelles sont les erreurs qu'il faut éviter? Enfin, voilà, est-ce que tu peux partager un peu ton Ouais, bah, expérience? alors déjà, moi, je suis assez convaincue que le COMEX n'est clairement pas une fin en soi. Comme je le disais tout à l'heure, quelle que soit la matière, on peut être directeur COMEX et n'avoir aucune influence. L'enjeu, c'est quel que soit son poste, c'est d'avoir une influence et d'apporter de l'eau au moulin pour que les choses avancent. Après, au sein d'un COMEX, ce qui va être intéressant, c'est d'être à l'écoute justement des autres directeurs COMEX pour bien connaître leurs besoins et répercuter au niveau de la direction juridique l'orientation. En disant, attention, sur telle matière, l'enjeu principal, c'est celui-ci. Sur telle autre, soyez vigilants, ça va être encore autre chose et il va falloir que les deux se parlent. Donc en fait, ce que ça va apporter d'avoir un directeur juridique qui est au COMEX, à mes yeux, c'est de retranscrire les besoins exprimés par les différents directeurs COMEX au sein de la direction juridique pour donner les bonnes orientations. Ce qui va permettre au juriste d'être lui influent, puisque comme il a connaissance des enjeux des autres directions COMEX, ça lui permet d'être percutant, de dire ok, tu veux telle et telle solution, je peux t'orienter là-dessus. Ce que me dit Pauline, c'est qu'on va dans telle et telle direction, est-ce que tu me confirmes? Donc voilà ce que je te propose. Donc pour moi, c'est vraiment le rôle d'un directeur COMEX, ça va vraiment être ça. Et puis ouais, enfin, c'est vraiment être à l'écoute et puis aussi expliquer aux autres directeurs COMEX comment se positionne la direction juridique. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que, eh ben, en fait, le jour où on fait ça, on génère une attente et elle est saine parce qu'elle nous tire vers le haut. Voilà. Mais ça nous oblige. Et moi, je suis complètement transparente avec ça en disant, bon, on a une stratégie, on a un plan stratégique de direction juridique. Je partage cette stratégie avec mes pairs du COMEX. Donc, ils vont s'attendre à ce que vous soyez des juristes opérationnels, compréhensibles, en empathie, que vous proposiez des solutions, etc., etc. Voilà. Toi, Daria, je ne sais pas si tu es déjà au COMEX, mais est-ce que tu t'y prépares et comment tu anticipes ce rôle stratégique si... Ben, moi, de mon côté, non, je ne suis pas à COMEX, je suis sous la direction du DAF, comme la plupart des juristes, je peux dire, Mm. en France. Donc, encore une fois, pour moi, être au COMEX, c'est pas un aboutissement non plus. J'ai échangé il n'y a pas longtemps avec un directeur juridique qui m'a confié, bah voilà, j'ai mon siège au COMEX, mais pas toujours la parole. Donc, c'est ça, en fait, la question la plus importante. Donc, Mm. ce n'est pas vraiment la fin du chemin, parce que on peut être assis à la table avec les autres directeurs du groupe, mais ne pas oser parler. Ou parler, mais dans un langage que personne ne comprend. Ou on peut parler, mais les gens ne nous écoutent pas. Voilà. Donc là, ça peut bien sûr arriver, même si tu es au COMEX. Donc pour moi, ce qui compte, ce n'est pas le siège, c'est pas notre place au COMEX, mais c'est plutôt la posture et c'est Le l'influence. positionnement, en fait, dans l'organisation. Voilà, Ouais. exactement le positionnement. Et du coup, ta visibilité, encore une fois, ton influence, en fait, pas que pour la direction, mais pour les opérationnels, bien évidemment. Donc, est-ce qu'on incarne la stratégie de l'entreprise? Oui ou non? Est-ce qu'on parle de croissance, client, innovation au quotidien comme ça, pas que des sujets ultra juridiques? Est-ce que, ou des fois, on reste sur les textes et les clauses, mais comment on applique le droit pour
aider nos opérationnels, pour aider notre direction. Donc, pour moi, ce que j'ai appris avec mon expérience dans les directions juridiques, en Russie d'ailleurs et en France, donc ce que la vraie influence, ce n'est pas de corriger, ce n'est pas vraiment avoir cette place aussi à la haute direction, mais c'est plutôt la contribution. Donc, contribuer, aider, supporter, parce qu'en même temps, on reste toujours le service support et on est là en fait pour que les autres services s'appuient sur nous en cas de besoin. Donc, c'est ça ma vision. Oui, oui. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai aussi que parfois, dans certaines entreprises, c'est plus facile d'être mieux entendu, je vais dire comme ça, quand on a le titre. C'est un peu dommage, mais ça arrive quand même. Donc, parfois, bon, mais je partage totalement vos visions toutes les deux. On arrive doucement vers la fin de notre échange, mais je voudrais qu'on reparte, enfin, que les auditeurs repartent avec vraiment du concret. Si vous deviez, vous, toutes les deux, donner un conseil ou à une juriste, un juriste qui veut, je sais pas, renforcer son influence, alors je veux bien parler d'influence, dans son entreprise, sans forcément être au COMEX, enfin voilà, ce serait quoi votre conseil? Alors, moi, je peux commencer avec mon conseil. Donc, mon conseil à celles et ceux qui veulent vraiment gagner en influence, c'est assez simple en fait. Choisissez plutôt un projet pas forcément juridique, mais plutôt un projet transverse, une problématique vraiment pour l'entreprise. Et ensuite, vous pouvez montrer comment vous pouvez y contribuer. Pas en disant, bah, vous n'avez pas respecté ça, ou on va avoir les amendes, pas du tout ça, pas l'approche juridique, encore une fois, mais plutôt en disant, voilà ce qu'on pourrait faire ensemble, voilà comment je peux vous aider sur ce sujet. Donc, si vous m'écoutez, bah voilà, on va travailler ensemble. Je veux du coup, en fait, rester encore une fois sur cette force de proposition. Donc, choisissez un sujet, faites votre proposition et vous allez voir que ça va tout changer. Donc, il faut juste oser, il faut juste le faire et commencer par un tout simple projet. Et, Oui, c'est pas la peine de faire voilà. forcément un grand projet comme Pauline. Non, pas vraiment. On peut non, commencer non. petit. Ça peut être vraiment un petit projet de rédaction, par exemple, échanger avec les opérationnels pour créer un modèle de contrat qui est vraiment adapté aux besoins. Donc là, on est sur le sujet voilà, de legal design qui peut s'appliquer en plus. Ça peut être un autre projet qui n'a rien à voir avec le juridique sur, je ne sais pas, le développement d'un nouveau produit, mais voilà, je peux assister, je peux voir est-ce que pour les livraisons, l'export dans ce pays, est-ce que c'est possible ou pas, mais des débuts, voilà. Donc, avoir cette force de proposition. Ouais. En fait, moi, je crois beaucoup au quick win. J'en parle beaucoup, mais les petits pas comme ça font les grands projets. Et toi, Pauline? Alors, j'allais parler de quick win, mais surtout, en fait, si moi j'ai un conseil à donner, c'est écouter. Si vous voulez gagner en influence, écoutez les opérationnels qui sont en face de vous. De quoi ont-ils besoin? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Et une fois que vous avez écouté leurs besoins, qu'est-ce que vous pouvez donner? Et donc, de pouvoir dire, j'ai entendu ton besoin, voilà comment je peux y répondre. Et justement, Delphine, un quick win. Donc, par quelle action rapide vous pouvez répondre à une partie de son besoin pour montrer que vous avez entendu ce dont il a besoin. Et quand tu dis écoute, évidemment, on parle bien d'écoute active avec l'empathie qui va avec, etc. Accès utilisateur. Et alors, s'il y avait maintenant une action à tester demain, fort impact, ce serait quoi pour vous? Donc, vous pouvez simplement demander à l'IA comment il peut vous aider pour gagner en influence. Ça, c'est quand même ça. En rédigeant un bon prompt, vous pouvez donner plus de contexte, plus de problématiques. Déjà, du coup, commencez par échanger avec ChatGPT sur votre problématique et vous allez voir quand même avec le brainstorming comme ça. Oui, le brainstorm, oui. Voilà, c'est ça, en mode brainstorming. Activez cette action. Donc, posez les questions à l'IA et bien sûr, échanger avec vos collègues aussi. Mais je pense que ce sera intéressant aussi si vous voulez gagner en influence, vous hésitez encore d'en parler avec votre responsable, par exemple. Donc, commencez par la discussion avec ChatGPT. Moi, je dirais faire une fiche pratique ou un modèle.
un modèle de contrat ou autre. C'est une action qui peut être rapide. Une fiche pratique, ça veut dire qu'on est sur le niveau 1 d'une culture juridique qui est quelque chose qu'on va partager avec l'opérationnel en face de soi. Donc pour le juriste, c'est pas très compliqué parce qu'on lui demande pas de rentrer dans le détail, mais ça fait quelque chose à partager et c'est quelque chose que l'opérationnel peut garder. Voilà. D'accord. Merci infiniment à toutes les deux pour ce partage sincère, riche et actionnable surtout. Vous nous avez, j'en suis sûre, donné envie d'oser. Donc, c'est déjà d'apprendre aussi, de sortir des silos. Donc, merci vraiment à toutes les deux. Et je vous laisse le mot de la fin si vous voulez rajouter quelque chose. Je vous laisse à toutes les deux le micro. Moi, je voudrais juste ajouter, si vous avez envie d'aller plus loin et échanger avec les autres juristes, donc vous pouvez bien rejoindre les FGE, où nous sommes avec Pauline dans la commission de manager juridique. Et si les sujets de l'influence vous intéressent, vous pouvez aussi vous manifester et du coup faire partie des experts de notre commission. Et à des jurys d'horizons très différents, on nourrit aussi notre métier, notre influence au sens très global. Et ça, c'est une aide aussi à retenir. Voilà, soit tout juriste extérieur à vous que vous pourrez rencontrer vous aidera dans votre quotidien. Voilà. Merci à toutes les deux. Et puis, évidemment, si cet épisode vous a plu, pensez à le partager à un collègue juriste, pourquoi pas à votre COMEX. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes d'écoute. Et si vous avez envie de faire bouger les lignes du droit avec nous, abonnez-vous au podcast. Et puis moi, je vous dis à très vite. Merci. À bientôt, mesdames. Au revoir.